avion, billet, porte d'embarquement. J'ai 2 bagages. J'ai un bagage à main. Pourrais-je avoir un siège côté fenêtre? Pourrais-je avoir un siège côté allée? Est-ce qu'il y a un chariot à bagages? Avez-vous des étiquettes pour les bagages? Embarquement porte 2. Retardé. Annulé. À l'heure. Est-ce que l'avion est à l'heure? Comment je fais pour aller à l'aéroport? Où est-ce que je peux enregistrer mes bagages? Mon vol part à 7h45. Est-ce que le vol a du retard? Le prochain vol pour Marrakech, c'est quand? La gare routière. Le car. Je voudrais un horaire, s'il vous plaît. L'arrêt de bus. Un carnet de tickets, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a un bus pour? C'est quelle ligne? Où est-ce que je prends le bus pour aller à? C'est à quelle heure le premier bus? C'est à quelle heure le dernier bus? Où est l'arrêt de bus le plus proche? Est-ce que ce bus s'arrête au centre-ville? Pourriez-vous me dire où je dois descendre? Le prochain arrêt, s'il vous plaît. Est-ce que j'aurai besoin de changer de bus? Où est le camping? Le camping est là-bas. Pouvons-nous camper ici? Oui, vous pouvez camper ici. Pour une nuit, c'est combien? Caravane 10 €, tente 5 €. J'ai une tente et je voudrais rester pour 3 nuits. 15 €. Pouvez-vous recommander un bon dentiste? J'ai mal aux dents. Est-ce que j'ai une carie? Je crois avoir un abcès. Je crois avoir perdu une couronne. Ça fait mal. Pouvez-vous me donner quelque chose contre la douleur? Faut-il l'arracher? J'ai besoin de faire réparer mon dentier. Elle porte un appareil dentaire. Tu connais un bon restaurant? C'est très cher? Je voudrais réserver une table pour ce soir. Combien de temps faut-il attendre? Qu'est-ce que vous conseillez? Avez-vous un menu enfant? Pour commencer, apportez de l'eau. Nous voudrions commander maintenant. Pourrais-je avoir un thé, s'il vous plaît? Pourrais-je avoir du café, s'il vous plaît? Pourrais-je avoir une table pour 2, s'il vous plaît? Je suis seul. Pourrais-je avoir cette table, s'il vous plaît? La table près de la fenêtre. Le menu s'il vous plaît. Pourrais-je avoir une bouteille d'eau plate, s'il vous plaît? Pourrais-je avoir du pain, s'il vous plaît? Quel est le plat du jour? J'aimerais la cuisson à point, s'il vous plaît. Je suis végétarien. Pourrais-je avoir de l'huile d'olive? Avez-vous des produits biologiques?
Pourrais-je avoir du café avec du lait, s'il vous plaît? Pourrais-je en avoir un autre, s'il vous plaît? C'est très bon. C'est délicieux. Pourrais-je avoir l'addition, s'il vous plaît? Est-ce que le service est inclus? J'ai beaucoup apprécié, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut y aller à pied? C'est à 10 minutes d'ici. Avez-vous un plan du quartier? Y a-t-il des promenades guidées que vous recommandez? Avez-vous un guide des promenades? Ça prendra combien de temps? On voudrait faire une promenade. On voudrait faire de l'escalade. Est-ce que j'aurais besoin de chaussures de marche? Est-ce que ça monte dur? Je suis malade. J'ai besoin d'un docteur. C'est une urgence. Où est l'hôpital le plus proche? Faites venir une ambulance. Je suis allergique à. J'ai un problème cardiaque. Où se trouve la pharmacie la plus proche? Est-ce qu'il y a une pharmacie de garde près d'ici? Est-ce que j'ai besoin d'une ordonnance? Je n'ai pas d'ordonnance. Mon ordonnance est faite par un médecin américain. Avez-vous un échantillon de cela? Est-ce que ce produit s'utilise pour les enfants? Quels sont les effets secondaires potentiels de ceci? J'aimerais acheter de l'aspirine. Pouvez-vous recommander un bon savon? Je cherche un médicament contre la grippe. J'essuie la fenêtre. Je passe l'aspirateur sur le tapis. Je nettoie le four. J'époussette les étagères. Je paye les factures. J'arrose les plantes. Je fais la lessive. J'utilise de l'assouplissant. Je fais la vaisselle. Je change une ampoule. Je demande aux enfants de terminer leurs devoirs. Je prépare le déjeuner. Je fais les courses. Je monte une nouvelle étagère. Je réarrange les meubles. Je peins les murs. Je répare une chaise cassée. Je lave la voiture familiale. Je rends visite à mes parents. Je passe ma journée à être fainéant. Un demi-litre de. Un litre de. Une demi-bouteille de. Une bouteille de. Un verre de. 100 grammes de. Un demi-kilo de. 1 kilo de. Une tranche de. Une portion de. Une douzaine de. Une boîte de. Un paquet de. Une brique de. Un pot de. Un quart. 10%. Plus de. Moins de. Assez de. Le double. 2 fois. Retrait espèce. Distributeur.
Où est-ce que je peux changer de l'argent? Je voudrais changer ces chèques de voyage. La banque ouvre quand? La banque ferme quand? Je peux payer en euros? Je peux utiliser ma carte de crédit dans ce distributeur? Vous avez de la monnaie. L'addition. La note. La facture. La caisse. C'est combien? Ça fera combien? Je peux payer par carte de crédit, par chèque. Mettez-le sur ma note. L'addition, s'il vous plaît. Où doit-on payer? Je voudrais téléphoner. Il y a un téléphone public? Une télécarte, s'il vous plaît. Vous avez un portable? Quel est le numéro de votre portable? Je peux emprunter votre portable? Le numéro de mon portable est... Allô? Bonjour, je voudrais parler à James, s'il vous plaît. C'est de la part de qui? De la part de Paul. Un instant, s'il vous plaît. Pourrais-je parler à Sam? Je vous rappellerai plus tard. C'est occupé. Pouvez-vous rappeler plus tard? Voulez-vous laisser un message? Veuillez laisser votre message après le bip sonore. S'il vous plaît, éteignez votre portable. Tu peux m'envoyer un message? Je t'enverrai un message. Vous avez une adresse e-mail? Quelle est votre adresse e-mail? Comment ça s'écrit? En un seul mot. Tout en minuscule. Mon adresse e-mail est... Je peux envoyer un e-mail? Est-ce que vous avez reçu mon e-mail? Avez-vous un fax? Je voudrais envoyer un fax. Quel est votre numéro de fax? Mon numéro de fax est... J'allume des bougies parfumées. Je fais une infusion. Je nettoie un disque dur. Je fais de l'artisanat. Je joue à un jeu de société avec mes amis. Le camion de livraison vient chez moi. Je commande une pizza. Je prétends ne pas être chez moi. Je joue à des jeux vidéo avec mes amis. Je perds la télécommande. Je regarde la télévision par câble. Je me dispute la télécommande avec mes enfants. Je loue un film en ligne. Je change de chaîne. Je pleure à l'épisode final. Je lis un livre à mon enfant. Je critique le jeu d'un acteur. Faire un sport. Jouer à quelque chose. Faire du vélo. Jouer au volley. Nous allons jouer au foot. Va faire du vélo, il fait beau. Quand vas-tu faire de la natation?
C'est où le match? Jouez-vous au tennis? J'aime jouer au rugby en hiver. Aller à la pêche. Est-ce que tu fais du sport? Faire de l'escalade. Faire de la randonnée. Faire du saut à l'élastique. Faire du VTT. Faire du snowboard. Quelle heure est-il? Elle est 1 heure. Elle est 10 heures. Elle est 1h15. Elle est 1h20. Elle est 1h30. Elle est 1h moins 20. Elle est 1h moins le quart. À 7h10. Il est 9h du matin. Où est le bus, s'il vous plaît? Excusez-moi, où est le métro? Où est la gare? Pourrais-je avoir les horaires, s'il vous plaît? Est-ce que je peux acheter un aller simple? Est-ce que je peux acheter un billet retour? Première classe. Classe économique. Est-ce que le train est à l'heure? Quel quai? Est-ce que je peux payer par carte bleue? Est-ce que je peux payer en liquide? J'ai un bagage. Est-ce que je pourrais avoir un plan de la ville, s'il vous plaît? Combien? Métro. Gare ferroviaire. Est-ce que la route est longue? Combien de temps cela prendra-t-il? Avez-vous la climatisation? Pourriez-vous ouvrir une fenêtre, s'il vous plaît? Pourriez-vous conduire plus lentement, s'il vous plaît? Gardez la monnaie. Pourrais-je avoir un reçu? Je cherche une station de métro. Excusez-moi, où se trouve le centre-ville? Est-ce la bonne direction? Où est-ce? Ils ont voyagé en France. C'est combien le taxi pour aller à l'hôtel? Je voyage toujours de jour. Un conte de Charles Perrault, Les Fées. Il était une fois une veuve qui avait 2 filles. L'aînée lui ressemblait si fort et d'humeur et de visage, que, qui la voyait, voyait la mère. Elles étaient toutes deux si désagréables et si orgueilleuses, qu'on ne pouvait vivre avec elles. La cadette, qui était le vrai portrait de son père pour la douceur et pour l'honnêteté, était avec cela une des plus belles filles qu'on eût su voir. Comme on aime naturellement son semblable, cette mère était folle de sa fille aînée, et, en même temps, avait une aversion effroyable pour la cadette. Elle la faisait manger à la cuisine, et travailler sans cesse. Il fallait entre autres choses que cette pauvre enfant allât 2 fois le jour puiser de l'eau à une grande demi-lieue du logis, et qu'elle en rapportât plein une grande cruche. Un jour qu'elle était à cette fontaine, il vint à elle une pauvre femme qui la pria de lui donner à boire. « Oui, dame, ma bonne mère, dit cette belle fille, et rinçant aussitôt sa cruche, elle puisa de l'eau au plus bel endroit de la fontaine, et la lui présenta, soutenant toujours la cruche afin qu'elle bût plus aisément. La bonne femme, ayant bu, lui dit « Vous êtes si belle, si bonne et si honnête, que je ne puis m'empêcher de vous faire un don,
car c'était une fée qui avait pris la forme d'une pauvre femme de village pour voir jusqu'où irait l'honnêteté de cette jeune fille. « Je vous donne pour don, poursuivit la fée, qu'à chaque parole que vous direz, il vous sortira de la bouche ou une fleur ou une pierre précieuse. » Lorsque cette belle fille arriva au logis, sa mère la gronda de revenir si tard de la fontaine. « Je vous demande pardon, ma mère, dit cette pauvre fille, d'avoir tardé si longtemps. » Et en disant ces mots, il lui sortit de la bouche 2 roses, 2 perles et 2 gros diamants. « Que vois-je » dit sa mère tout étonnée. « Je crois qu'il lui sort de la bouche des perles et des diamants. D'où vient cela, ma fille ?» Ce fut là la première fois qu'elle l'appela sa fille. La pauvre enfant lui raconta naïvement tout ce qui lui était arrivé, non sans jeter une infinité de diamants. « Vraiment, dit la mère, il faut que j'y envoie ma fille. Tenez, Fanchon, voyez ce qui sort de la bouche de votre sœur quand elle parle. Ne seriez-vous pas bien aise d'avoir le même don? Vous n'avez qu'à aller puiser de l'eau à la fontaine, et quand une pauvre femme vous demandera à boire, lui en donner bien honnêtement. »« Il me ferait beau voir, répondit la brutale, aller à la fontaine. »« Je veux que vous y alliez, reprit la mère, et tout à l'heure. » Elle y alla, mais toujours en grondant. Elle prit le plus beau flacon d'argent qui fut dans le logis. Elle ne fut pas plus tôt arrivée à la fontaine qu'elle vit sortir du bois une dame magnifiquement vêtue qui vint lui demander à boire. C'était la même fée qui avait apparu à sa sœur, mais qui avait pris l'air et les habits d'une princesse pour voir jusqu'où irait la malhonnêteté de cette fille. « Est-ce que je suis ici venue, lui dit cette brutale orgueilleuse, pour vous donner à boire? Justement, j'ai apporté un flacon d'argent tout exprès pour donner à boire à madame. J'en suis d'avis, buvez à même si vous voulez. » « Vous n'êtes guère honnête, reprit la fée, sans se mettre en colère. Eh bien, puisque vous êtes si peu obligeante, je vous donne pour don qu'à chaque parole que vous direz, il vous sortira de la bouche ou un serpent ou un crapaud. » D'abord que sa mère l'aperçut, elle lui cria. « Eh bien, ma fille, eh bien, ma mère, lui répondit la brutale en jetant 2 vipères et 2 crapauds. « Oh ciel !» s'écria la mère. « Que vois-je là? C'est sa sœur qui est en cause. Elle me le payera. » Et aussitôt, elle courut pour l'abattre. La pauvre enfant s'enfuit et alla se sauver dans la forêt prochaine. Le fils du roi, qui revenait de la chasse, la rencontra et la voyant si belle, lui demanda ce qu'elle faisait là toute seule et ce qu'elle avait à pleurer. « Hélas, monsieur, c'est ma mère qui m'a chassée du logis. » Le fils du roi, qui vit sortir de sa bouche 5 ou 6 perles et autant de diamants, la pria de lui dire d'où cela lui venait. Elle lui conta son aventure. Le fils du roi en devint amoureux, et considérant qu'un tel don valait mieux que tout ce qu'on pouvait donner en mariage à un autre, l'emmena au palais du roi son père, où il l'épousa. Pour sa sœur, elle se fit tant haïr que sa propre mère la chassa de chez elle, et la malheureuse, après avoir bien couru sans trouver personne qui voulût la recevoir, alla mourir au coin d'un bois. Le loup et les 7 chevreaux des frères Grimm. Il était une fois une vieille chèvre qui avait 7 chevreaux et les aimait comme chaque mère aime ses enfants. Un jour, elle voulut aller dans la forêt pour rapporter quelque chose à manger. Elle les rassembla tous les 7 et leur dit « Je dois aller dans la forêt, mes chers enfants. Faites attention au loup. S'il arrivait à rentrer dans la maison, il vous mangerait tout cru. Ce bandit sait jouer la comédie, mais il a une voix rauque et des pattes noires. C'est ainsi que vous le reconnaîtrez. »« Ne t'inquiète pas, maman, répondirent les chevreaux. Nous ferons attention. Tu peux t'en aller sans crainte. » La vieille chèvre bêla de satisfaction et s'en alla. Peu de temps après, quelqu'un frappa à la porte en criant « Ouvrez la porte, mes chers enfants, votre mère est là et vous a apporté quelque chose. »
Mais les chevreaux reconnurent le loup à sa voix rude. « Nous ne t'ouvrirons pas !» crièrent-ils. « Tu n'es pas notre maman. Notre maman a une voix douce et agréable, et ta voix est rauque. Tu es un loup !» Le loup partit chez le marchand et y acheta un grand morceau de craie. Il mangea la craie, et sa voix devint plus douce. Il revint ensuite vers la petite maison, frappa et appela à nouveau. « Ouvrez la porte, mes chers enfants, votre maman est de retour et vous a apporté pour chacun un petit quelque chose. » Mais tout en parlant, il posa sa patte noire sur la fenêtre. Les chevreaux l'aperçurent et crièrent « Nous ne t'ouvrirons pas, notre maman n'a pas les pattes noires comme toi, tu es un loup !» Et le loup courut chez le boulanger et dit « Je me suis blessé à la patte, enduis-la-moi avec de la pâte. » Le boulanger lui enduisit la pâte, et le loup courut encore chez le meunier. « Verse de la farine blanche sur ma pâte, » commanda-t-il. Le loup veut duper quelqu'un, pensa le meunier, et il fit des manières. « Si tu ne le fais pas, je te mangerai. » Le meunier eut peur et blanchit sa pâte. Et oui, les gens sont ainsi. Pour la troisième fois, le loup arriva à la porte de la petite maison, frappa et cria « Ouvrez la porte, mes chers petits, maman est de retour de la forêt et vous a apporté quelque chose. »« Montre-nous ta patte d'abord, » crièrent les chevreaux, « que nous sachions si tu es vraiment notre maman. » Le loup posa sa patte sur le rebord de la fenêtre, et lorsque les chevreaux virent qu'elle était blanche, ils crurent tout ce qu'il avait dit et ouvrirent la porte. Mais c'est un loup qui entra. Les chevreaux prirent peur et voulurent se cacher. L'un sauta sous la table, un autre dans le lit, le troisième dans le poêle, le quatrième dans la cuisine, le cinquième s'enferma dans l'armoire, le sixième se cacha sous le lavabo, et le septième dans la pendule. Mais le loup les trouva et ne traîna pas. Il avala les chevreaux l'un après l'autre. Le seul qui ne trouva pas était celui caché dans la pendule. Lorsque le loup fut rassasié, il se retira, se coucha sur le prévert et s'endormit. Peu de temps après, la vieille chèvre revint de la forêt. Oh, quel triste spectacle attendait à la maison! La porte grande ouverte, la table, les chaises, les bancs renversés, le lavabo avait volé en éclats, la couverture et les oreillers du lit traînaient par terre. Elle chercha ses petits, mais en vain. Elle les appela par leur nom, l'un après l'autre, mais aucun ne répondit. C'est seulement lorsqu'elle prononça le nom du plus jeune qu'une petite voix fluette se fit entendre. « Je suis là, maman, dans la pendule !» Elle l'aida à en sortir, et le chevreau lui raconta que le loup était venu et qu'il avait mangé tous les autres chevreaux. Imaginez combien la vieille chèvre pleura ses petits. Toute malheureuse, elle sortit de la petite maison, et le chevreau courut derrière elle. Dans le pré, le loup était couché sous l'arbre et ronflait à en faire trembler les branches. La chèvre le regarda de près et observa que quelque chose bougeait et grouillait dans son gros ventre. « Mon Dieu !» pensa-t-elle, « et si mes pauvres petits que le loup a mangés au dîner étaient encore en vie ?» Le chevreau dut repartir à la maison pour rapporter des ciseaux, une aiguille et du fil. La chèvre cisailla le ventre du monstre, et aussitôt le premier chevreau sortit la tête. Elle continua, et les 6 chevreaux en sortirent l'un après l'autre, tous sains et saufs, car dans sa hâte, le loup glouton les avait avalés tout entiers. Quel bonheur! Les chevreaux se blottirent contre leur chère maman, puis gambadèrent comme le tailleur à ses noces. Mais la vieille chèvre dit « Allez les enfants, apportez des pierres aussi grosses que possible. Nous les fourrerons dans le ventre de cette vilaine bête tant qu'elle est encore couchée et endormie. » Et les 7 chevreaux roulèrent les pierres et enfarcirent le ventre du loup jusqu'à ce qu'il soit plein. La vieille chèvre le recousit vite, de sorte que le loup ne s'aperçut de rien et ne bougea même pas. Quand il se réveilla enfin, il se leva, et comme les pierres lui pesaient dans l'estomac, il eut très soif. Il voulut aller au puits pour boire,
mais comme il se balançait en marchant, les pierres dans son ventre grondaient. Cela grogne, cela gronde, mon ventre tonne, j'ai avalé 7 chevreaux, n'était-ce qu'une illusion? Il alla jusqu'au puits, se pencha et but. Les lourdes pierres le tirèrent sous l'eau, et le loup se noya lamentablement. Les 7 chevreaux accoururent alors et se mirent à crier « Le loup est mort, c'en est fini de lui !» Et ils se mirent à danser autour du puits, et la vieille chèvre dansa avec eux. La petite fille aux allumettes, d'Hans Christian Andersen. Traduction, David Soldy. Comme il faisait froid, la neige tombait et la nuit n'était pas loin. C'était le dernier soir de l'année, la veille du jour de l'an. Au milieu de ce froid et de cette obscurité, une pauvre petite fille passa dans la rue, la tête et les pieds nus. Elle avait, il est vrai, des pantoufles en quittant la maison, mais elles ne lui avaient pas servi longtemps. C'étaient de grandes pantoufles que sa mère avait déjà usées, si grandes que la petite les perdait en se pressant de traverser la rue entre deux voitures. L'une fut réellement perdue. Quant à l'autre, un gamin l'emporta avec l'intention d'en faire un berceau pour son petit enfant quand le ciel lui en donnerait un. La petite fille cheminait avec ses petits pieds nus qui étaient rouges et bleus de froid. Elle avait dans son vieux tablier une grande quantité d'allumettes et elle portait à la main un paquet. C'était pour elle une mauvaise journée. Pas d'acheteur, donc pas le moindre sou. Elle avait bien faim et bien froid, bien misérable mine. Pauvre petite. Les flocons de neige tombaient dans ses longs cheveux blonds si gentiment bouclés autour de son cou. Mais songeait-elle seulement à ses cheveux bouclés? Les lumières brillaient aux fenêtres, les filets des rôtis s'exhalaient dans la rue. C'était la veille du jour de l'an. Voilà à quoi elle songeait. Elle s'assit et s'affaissa sur elle-même dans un coin entre deux maisons. Le froid la saisit de plus en plus, mais elle n'osait pas retourner chez elle. Elle rapportait ses allumettes et pas la plus petite pièce de monnaie. Son père la battrait, et du reste chez elle, est-ce qu'il ne faisait pas froid aussi? Il logeait sous le toit et le vent soufflait au travers, quoique les plus grandes fentes eussent été bouchées avec de la paille et des chiffons. Ses petites mains étaient presque mortes de froid. Hélas, qu'une petite allumette leur ferait du bien. Si elle osait en tirer une seule du paquet, la frotter sur le mur et réchauffer ses doigts. Elle en tira une. Comme elle éclata, comme elle brûla, c'était une flamme chaude et claire comme une petite chandelle quand elle la couvrit de sa main. Quelle lumière bizarre! Il semblait à la petite fille qu'elle était assise devant un grand poêle de fer orné de boules et surmonté d'un couvercle en cuivre luisant. Le feu y brûlait si magnifique, il chauffait si bien. Mais qu'y a-t-il donc? La petite étendait déjà ses pieds pour les chauffer aussi. La flamme s'éteignit, le poêle disparut. Elle était assise, un petit bout de l'allumette brûlée à la main. Elle en frotta une seconde qui brûla, qui brilla, et là où la lueur tomba sur le mur, il devint transparent comme une gaze. La petite pouvait voir jusque dans une chambre où la table était couverte d'une nappe blanche, éblouissante de fine porcelaine, et sur laquelle une oie rôtie, farcie de pruneaux et de pommes, fumait avec un parfum délicieux. Oh, surprise! Oh, bonheur! Tout à coup, l'oie sauta de son plat et roula sur le plancher, la fourchette et le couteau dans le dos, jusqu'à la pauvre fille. L'allumette s'éteignit. Elle n'avait devant elle que le mur épais et froid. Et voilà une troisième allumée. Aussitôt, elle se vit assise sous un magnifique arbre de Noël.
Il était plus riche et plus grand encore que celui qu'elle avait vu à la Noël dernière à travers la porte vitrée chez le riche marchand. 1000 chandelles brûlaient sur les branches vertes et des images de toutes couleurs comme celles qui ornent les fenêtres des magasins semblaient lui sourire. La petite éleva les 2 mains, l'allumette s'éteignit. Toutes les chandelles de Noël montaient et montaient, et elle s'aperçut alors que ce n'étaient que les étoiles. Une d'elles tomba et traça une longue raie de feu dans le ciel. « C'est quelqu'un qui meurt ?» se dit la petite, car sa vieille grand-mère, qui seule avait été bonne pour elle, mais qui n'était plus là, lui répétait souvent « Lorsqu'une étoile tombe, c'est qu'une âme monte à Dieu. » Elle frotta encore une allumette sur le mur. Il se fit une grande lumière au milieu de laquelle était la grand-mère debout, avec un air si doux, si radieux. « Grand-mère !» s'écria la petite, « emmenez-moi !» Lorsque l'allumette s'éteindra, je sais que tu n'y seras plus. Tu disparaîtras comme le poêle de fer, comme l'oie rôtie, comme le bel arbre de Noël. Elle frotta promptement le reste du paquet, car elle tenait à garder sa grand-mère, et les allumettes répandirent un éclat plus vif que celui du jour. Jamais la grand-mère n'avait été si grande ni si belle. Elle prit la petite fille sur son bras, et toutes les deux s'envolèrent joyeuses au milieu de ce rayonnement si haut, qu'il n'y avait plus ni froid, ni faim, ni angoisse. Elles étaient chez Dieu. Mais dans le coin, entre 2 maisons, était assise quand vint la froide matinée, la petite fille, les joues toutes rouges, le sourire sur la bouche, morte, morte de froid, le dernier soir de l'année. Le jour de l'an se leva sur le petit cadavre assis là avec les allumettes, dont un paquet avait été presque tout brûlé. Elle a voulu se chauffer, dit quelqu'un. Tout le monde ignora les belles choses qu'elle avait vues, et au milieu de quelle splendeur elle était entrée avec sa vieille grand-mère dans la nouvelle année. Clara, jolie brune aux yeux bleus et aux taches de rousseur, vend des glaces italiennes aux touristes. Souriante, même si elle ne part pas cet été, Paris-Plage est pour elle un moyen d'allier travail et vacances, et il lui fallait de l'argent. Parce que je voulais pouvoir justement me permettre d'avoir des vacances plus tard, et surtout être indépendante financièrement. Bientôt, Clara raccrochera sa casquette et son t-shirt rose pour entrer en 2e année à l'entrée des artistes, une petite école de comédiens. On travaille le côté cinéma et le côté théâtre. C'est basé sur l'impro, sur le naturel. Et on travaille à la méthode de Stanislavski. Donc si vous voulez, si on doit jouer le rôle d'un mec qui a mal au pied parce qu'il a un caillou dans sa chaussure, et ben on doit mettre un caillou dans notre chaussure et on ne se contente pas de représenter, on se contente d'être. Et c'est génial parce que c'est accessible à tous, de tout niveau, et ça nous permet de voir surtout si c'est ce qu'on veut faire de notre vie. Et c'est ce que vous voulez faire de votre vie. C'est ce que je veux faire de ma vie, actrice. Sa passion remonte à 2002 lorsqu'à 9 ans, elle fait une apparition dans Folle embellie, un film de Dominique Cabrera. Elle y rencontre des acteurs comme Miu Miu ou Yolande Moreau qui lui font aimer leur métier, un métier qui ne s'apprend pas uniquement à l'école. Je pense que c'est un métier qui se fait dans la vie professionnelle et personnelle. Parce que je pense que ça marche aussi par le piston, par le contact, par la communication. Et quand on s'ouvre à tout, je pense que c'est aussi comme ça qu'on avance. Donc moi, du coup, en dehors de l'école, j'essaie de me faire mon réseau, mes contacts, m'y intéresser vraiment, quoi. C'est mieux de connaître quelqu'un que personne. C'est votre cas ou pas du tout? Ma voisine est Catherine Deneuve. Donc du coup, on va dire que je m'en sors bien au niveau contact. Elle vous connaît déjà? On se connaît depuis que je suis petite. Et elle vous donne des conseils? Eh ben, j'en ai pas beaucoup parlé, figurez-vous, justement, parce que ma mère m'a toujours dit que le contact se méritait. Donc j'attends d'avoir ma licence professionnelle dans 2 ans et si tout se passe bien, j'espère qu'elle aura un casting pour moi. Dans l'idéal, ce serait des castings tout le temps, des tournages tout le temps, avec une palette d'émotions qui irait du tragique au comique, vraiment de tout, de tous les rôles. Je veux être polyvalente dans ce métier, donc si je peux tout faire, je ferai tout. À 21 ans, la jeune femme a d'autres passions, la photographie et la musique. Sous le nom de Clara Monrose, elle chante, joue de la guitare et monte parfois sur scène dans des bars. Pour l'instant, j'ai mis un peu la musique de côté pour le cinéma, justement. Mais dès que je vais avoir un temps ou une pause, je me remettrai et j'essaierai d'enregistrer un album en studio. Et quand même se retrouver face à 200 personnes dans un petit bar, ça doit faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on ressent? Pendant les premiers instants, c'est un petit peu déstabilisant.
parce qu'on ne sait pas du tout ce qu'on va donner, on ne sait pas du tout comment le public va réagir. Et quand on se rend compte que le public réagit super bien et qu'il est à fond avec nous, on se libère complètement, on oublie carrément le stress, on oublie la pression. Et puis quand bien même on est du stress, c'est un bon stress. C'est un super bon stress parce que le public il est là, donc on est là avec le public et c'est génial. Paris est un terrain de jeu idéal pour cette artiste en devenir. Pour l'instant, elle a posé ses valises chez une amie, porte de Clichy, mais elle compte bien rester dans la capitale. J'adore Paris pour son côté métropolitain, j'adore parce qu'on peut rencontrer de tout. J'adore aussi beaucoup de quartiers parisiens comme Montmartre, Saint-Michel, Hôtel de Ville, là où on se trouve actuellement. Mais sinon, Paris a ses inconvénients parce que les transports c'est pas toujours facile et surtout il y a un rythme parisien qui est difficile à tenir quand on débarque. Métro boulot dodo, hein, tout le monde connaît le dicton, mais il est vrai. Je pense qu'à Paris c'est vraiment métro boulot dodo, donc faut savoir allier le côté travail et le côté vie sociale, vie privée quoi. Paris est connue pour être la ville la plus chère de France, notamment pour se loger. Je pense que le plus intelligent à mon âge, à 21 ans, c'est de faire une coloc. Avec un pote, c'est encore mieux. Au moins, on sait avec qui on va se mettre à vivre. Et donc, je pense que c'est ce que je vais faire, une coloc avec mon meilleur pote, histoire de diminuer par 2 le loyer. La colocation, c'est l'objectif de Clara pour cette année, convaincue que c'est à Paris qu'elle pourra devenir actrice. Des rêves plein la tête, mais aussi les pieds sur terre. Pour y parvenir, la jeune femme doit continuer à travailler. Elle vient d'ailleurs d'être embauchée chez un autre glacier pour toute l'année. C'est dans un café situé non loin de son université qu'il a accepté de nous rencontrer. Chemise à carreaux, cheveux gominés, Wael étudie à la faculté d'économie de Damas. Seul garçon de sa famille, il échappe pour le moment en tout cas au service militaire et donc à la guerre qui sévit dans son pays depuis 2011. Dans la loi syrienne, si le fils est le seul fils de la famille, il ne fait pas le service militaire afin qu'il puisse venir en aide à sa mère parce que son aide lui sera cruciale. Alors voilà, je n'ai pas besoin de faire ce service militaire. Quant à mes sœurs, elles sont toutes mariées. Wael échappe donc pour le moment au service militaire, mais il est confronté au quotidien aux conséquences d'une guerre qui fait rage à quelques dizaines de kilomètres de là, dans les faubourgs de la capitale syrienne. Et la première de ces conséquences, ce sont les roquettes tirées à l'aveugle par la rébellion. Beaucoup de mes amis ont été touchés à cause des roquettes qui peuvent tomber à n'importe quel endroit. Certains ont été tués ou blessés. J'ai un ami qui a été tué par l'une de ces roquettes le mois dernier en allant travailler. Il était âgé de 22 ans. Malgré cette menace permanente, Wael, comme tous les habitants de Damas, affirme s'être habitué à ces tirs de roquettes. Et au fond, ce qui l'inquiète le plus, ce sont les difficultés matérielles éprouvées par lui et par ses parents pour joindre les deux bouts. C'est l'un des problèmes les plus importants avec les prix qui ne cessent d'augmenter. C'est à cause des attaques menées par les rebelles sur les infrastructures. C'est à cause également des sanctions de la communauté internationale qui touchent davantage les gens normaux que les personnes qui sont au pouvoir. Pour venir en aide à ses parents, Wael a trouvé un emploi à mi-temps, un emploi précaire qui n'a rien à voir, dit-il, avec ses qualifications. Bien sûr que c'est difficile de trouver un vrai boulot, en particulier dans le secteur financier. Beaucoup de banques ont dû fermer à cause des violences et aussi des sanctions internationales. Il y a beaucoup d'étudiants qui ont eu leur diplôme dans mon université et qui n'ont pas trouvé de travail. Donc oui, c'est vraiment dur de trouver un emploi en ce moment. Depuis 2011 et depuis que la guerre civile a éclaté en Syrie, Wael a vu partir des proches, des amis ou des membres de sa famille qui ont préféré se réfugier à l'étranger. Mais lui, pour l'instant, refuse de prendre le chemin de l'exil. Beaucoup de gens sont partis. Chacun a ses raisons et je ne veux pas les juger. Mais si à la fin tout le monde quitte le pays, retire son argent et ses investissements, alors la société va s'effondrer. Bien sûr qu'on peut être amené à envisager un départ, mais la Syrie a besoin de sa jeunesse, car c'est elle qui va construire la Syrie de demain. Malgré la guerre, malgré le chômage et le manque de perspective, Wael refuse de verser dans le pessimisme et dans le désespoir. Il est certain que nous sortirons un jour de la crise. Les voisins de la Syrie ont eux aussi traversé des périodes similaires. L'exemple le plus célèbre, c'est la guerre du Liban qui a duré 14 ans. Je ne pense pas que nous puissions vivre éternellement de cette façon. D'une manière ou d'une autre, nous arriverons au point où une solution pacifique pourra être trouvée. Alors, de par la volonté du peuple syrien, la vie pourra redevenir comme elle était auparavant. Avoir 20 ans à Damas aujourd'hui, c'est avoir vécu à la fin de l'adolescence l'espoir immense du printemps arabe, puis très vite l'horreur de la guerre civile.
Aujourd'hui, comme la plupart des habitants de Damas, Wael n'aspire au fond plus qu'à une seule chose, la paix et la stabilité. Je vais vous prendre des cranberries et du curry, s'il vous plaît. Je vous donne mon petit sachet. Ouais, votre petit sachet, voilà. Avec un sac en toile rempli de boîtes réutilisables, Nina Gouze est en train de faire ses courses. Depuis 1 an et demi, cette Parisienne de 33 ans a opté pour un mode de vie zéro déchet. Il est basé sur ce qu'elle appelle la règle des 5 R. Refuser ce dont on n'a pas besoin, réduire ce dont on a besoin, réutiliser ce qu'on peut réutiliser, transformer. Ensuite, c'est recycler et à la fin, c'est composter. Donc, comme la règle vient de l'anglais, composter en anglais, c'est rot. À bientôt, au revoir. Pour la jeune femme, consommer sans produire de déchets, c'est surtout une question d'organisation. Quand j'achète des choses, je ne les achète que parce que j'en ai réellement besoin. J'achète tous mes fruits et légumes au marché, en bio. Tous les produits secs, je les achète en vrac. Pour, par exemple, la viande, les fromages, je vais avec mes contenants chez mes commerçants. J'ai du thé en boîte en métal, Dans la cuisine de Nina, les emballages jetables sont proscrits. À la place, elle utilise des bocaux, des sachets en toile, des bouteilles en verre ou encore du tissu ciré, ce qui peut être réutilisé même les épluchures. Je mange mes peaux de banane. Ça surprend toujours tout le monde, mais on peut manger ces peaux de banane. Il suffit juste de les faire bouillir 10 minutes et ensuite on peut les couper en petits morceaux et les mettre par exemple dans un banana bread. Pour le matin, c'est super. Pour réduire ses déchets au maximum, Nina a aussi décidé de faire du compost chez elle. J'ai un lombricomposteur avec des petits vers qui mangent les restes d'aliments. Il me faisait un peu peur au début, mais maintenant je m'y suis plutôt attachée. Et c'est comme avoir plein d'animaux de compagnie. Merci à tous d'être venus, merci d'être si nombreux aujourd'hui à la Maison du Zéro Déchet. Ce mode de vie séduit de plus en plus de Français. À la Maison du Zéro Déchet à Paris, une formation d'initiation vient de débuter. Ce soir, la salle est pleine et les organisateurs manquent de chaises pour installer tout le monde. Lucas est bénévole de l'association Zero Waste France. Il y a une prise de conscience collective. En général, les gens commencent à se rendre compte qu'il faut entreprendre quelques démarches écologiques à l'échelle personnelle, tout comme à l'échelle nationale. Et je pense que tous ces facteurs contribuent à rendre le zéro déchet très en vogue. En moyenne, les Français produisent 354 kilos d'ordures ménagères par an et par habitant. Bonjour, je suis Alice Doucet. Vous êtes Madame Falco? Bonjour. Oui, je m'appelle Nicole Falco. Aldo, mon mari. Arnaud? Non, Aldo. Il s'appelle Aldo. Salut. Salut. Je m'appelle Marina et elle c'est ma sœur Sylvia. Et toi, tu t'appelles comment? Moi, je m'appelle Ariane. Je suis en histoire. Ah, moi aussi. La présentation commence à quelle heure? À 10h, salle D12. La salle D12 se trouve où? Au premier. Ok. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Ah, bonjour Monsieur Legrand. Comment allez-vous? Ça va, merci. Et vous, Madame Lebon? Oh oui, moi je vais bien. Et votre bébé, il va bien? Ça va. C'est un garçon ou une fille? Ah, un garçon. Et il a quel âge maintenant? Il a 1 an. Eh bien, bonne journée, Madame Lebon. Vous aussi, Monsieur Legrand. Au revoir. Excusez-moi, madame, je cherche la poste. Écoutez, c'est très simple. Vous allez tout droit jusqu'au feu rouge. Au coin, vous prenez la première à droite, et c'est tout de suite à votre gauche. Très bien. Merci, madame. Je vous en prie. Pardon monsieur, pour aller au château s'il vous plaît. Continuez tout droit jusqu'au pont. Après le pont, tournez à droite, puis prenez la 3e à gauche. Excusez-moi, vous pouvez répéter? Après le pont, tournez à droite et prenez la 3e route à gauche. D'accord. Après, ne traversez pas le village. Tournez avant, c'est là. Je ne comprends pas bien, il faut tourner à droite ou à gauche? À gauche. Merci beaucoup. Pardon madame, vous savez où se trouve l'arrêt d'autobus pour l'aéroport? Je suis désolée, mademoiselle. Je ne suis pas d'ici. Je ne connais pas du tout la ville. Excusez-moi.
ce n'est pas grave. Au revoir, madame. Excusez-moi, monsieur. Vous êtes du quartier? Oui. Vous pouvez m'indiquer l'arrêt d'autobus pour l'aéroport, s'il vous plaît? L'arrêt d'autobus pour l'aéroport. Attendez. Ah oui. Vous allez jusqu'au carrefour. Oui. En face. Et vous voyez la boulangerie. C'est juste à côté. Très bien. Merci, monsieur. Donnez-moi des oranges, s'il vous plaît. Combien, madame? Oh, 1 kilo. Je vais prendre aussi du lait, 2 litres. Et avec ça? Vous avez de la sauce tomate italienne? Oui, madame. Et elle est très bonne. Alors, 2 boîtes, s'il vous plaît. Et donnez-moi de l'huile d'olive. De l'huile d'olive. Voilà, madame. Vous voulez autre chose? Non, c'est tout. Combien ça fait? Ça fait 13,85 €, madame. Bonjour, je peux vous aider? Oui, nous cherchons un canapé lit. Il y a un modèle qui vous plaît? Oui, celui-là. Et aussi le modèle Kyoto en vitrine. Ils font combien? Le modèle Kyoto coûte 700 € et celui-là, le Louisiane, il est à 800 €. Et quelle est la différence entre les deux? Le Louisiane est plus grand. C'est du 160 sur 190. Et puis ce n'est pas le même bois. Il est en chêne. Ah, et il n'y a pas d'autre différence? Non, non. À part ça, ils sont pareils. Vous savez, ils ont un avantage. Ils sont très faciles à ouvrir et à fermer. Bon, on va réfléchir un peu. Mais je vous en prie. Allô? Bonjour. Je voudrais parler à monsieur Dufour, s'il vous plaît. C'est de la part de qui? Béatrice Gallet. Un instant, s'il vous plaît. Je suis désolée, il est en ligne. Vous pouvez rappeler cet après-midi? Ah non, c'est urgent. Vous voulez laisser un message? Oui. Je suis à mon bureau jusqu'à midi. Il a votre numéro? Je ne sais pas. C'est le 04 67 64 46 24. Très bien. Je voudrais 4 billets pour Versailles, s'il vous plaît. Oui. 2 enfants, 2 adultes? Oui. Aller-retour? Oui. Voilà, monsieur. C'est demi-tarif pour les enfants. Ça fait combien? 30,40 €, s'il vous plaît. Le prochain train part à quelle heure? Alors, pour Versailles, vous avez un RER dans 20 minutes à 10h25. Et vous arrivez à 10h58. Merci bien. Allô Isabelle? C'est Béatrice. Bonsoir Béatrice, ça va? Oui, merci. Dis-moi, Sophie vient passer le week-end chez nous. Tu es libre? Sophie, à Paris? Oh, mais mince, samedi je suis prise toute la journée. Ah, dommage. Et dimanche, tu peux? Dimanche? Non, j'ai rien de prévu. Ben, parfait. Eh bien, viens avec nous, on va à Versailles. Oh, bonne idée. Bon alors, on vient te chercher? D'accord. Vers quelle heure? Pas trop tôt, disons 11h, 11h30, ça te va? Parfait. À dimanche alors. À dimanche, bisous. Allô, bonjour, c'est Carole. Est-ce que je peux parler à Simon? Oui, ne quittez pas. Je vous le passe. Simon, c'est pour toi. Bonjour, Carole. Ça va? Très bien. Qu'est-ce que tu fais ce soir? Tu es libre? Pourquoi? J'ai rendez-vous avec des amis pour aller au restaurant. Tu veux venir? Oui, mais je ne les connais pas, moi. Ils sont sympas, tu sais. Bon, d'accord. On se retrouve où? Devant le café du parc, à côté de la fontaine. À quelle heure? Vers 8h, ça te va? Oui, je pense. Ah mais non, je dois voir Sophie ce soir. Et alors? Téléphone-lui et invite-la. Pourquoi pas? Tu veux faire du vélo avec nous dimanche matin? Oui, c'est une bonne idée. Vous allez où? Au bord de la mer. C'est facile. Tu peux venir avec ta fille. Pourquoi pas? Elle adore faire du vélo. Mes enfants aussi, ils aiment beaucoup ça. Et à midi, on fait un pique-nique? Non, on mange à la maison. Je vous invite. Ah merci, c'est gentil. Alors, qu'est-ce que vous prenez, monsieur? Je vais prendre le menu à 20 €. Comme entrée, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qu'il y a dans la salade niçoise? Des tomates, de la salade verte, des haricots verts, des pommes de terre, du thon et des œufs. Non, alors, donnez-moi du jambon cru. Bon. Et comme plat principal? Je voudrais du poulet avec des petits pois. Et comme dessert, donnez-moi un gâteau au chocolat. Qu'est-ce que vous voulez boire?
Un quart de vin rouge et une carafe d'eau, s'il vous plaît. Très bien. Monsieur, pardon, je pense qu'il y a un problème dans l'addition. Oui? On a pris 2 menus à 18 € et un seul café, pas 4. Ah, en effet, attendez. Ah, c'est une erreur, je vous prie de m'excuser. Ce n'est pas grave. Mesdames et messieurs, contrôle des types de transport. Vous avez votre billet, monsieur, s'il vous plaît. Oui, voilà. Mais monsieur, vous n'avez pas composté? Je suis désolé, j'ai oublié. Ah, je regrette. Je vais vous demander 30 € à régler tout de suite, s'il vous plaît. Mais ce n'est pas possible! C'est incroyable! J'ai mon billet! Monsieur, je vous en prie, vous ne l'avez pas validé, vous devez payer. Bon. Ben voilà, 30 €. Salut Patrice. Tu n'as pas l'air en forme aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a? Non. J'ai mal à la gorge et je crois que j'ai de la fièvre. Tu as une angine? Je ne sais pas. J'ai mal aux jambes aussi et au ventre. Tu as peut-être la grippe? Va chez le médecin. J'ai rendez-vous à 3 heures cet après-midi. Cabinet du docteur Vialard, j'écoute. Bonsoir, c'est pour prendre rendez-vous, s'il vous plaît. Oui, c'est urgent? Oh non, pas vraiment. Bon, alors, je regarde. La semaine prochaine? Vendredi? Vendredi à 18 h, ça vous convient? Très bien, ça me va. Vous pouvez me donner votre nom? Oui, Camille Lombard. Très bien. Bon, au revoir madame. Au revoir, merci. Tiens, regarde, c'est la photo de mes collègues. Qui est-ce, le grand blond à droite? Il est mignon. C'est Arnaud. Il est mignon, mais il est stupide. Et le petit brun là, il a l'air gentil? Oui, c'est Cédric. Il est très gentil et en plus, il est très amusant. Et la femme à gauche? Elle n'est pas mal. C'est la secrétaire du directeur. Elle est jolie, mince, mais pas très sympathique. Et le directeur, il est où? Il est là, au milieu. Oh là là, il est gros! C'est vrai, mais il est super, tu sais, intéressant, aimable, toujours calme. Et la femme blonde? C'est Mademoiselle Mouchette. Elle est très timide. Elle est toujours derrière sur les photos. Alors Fabien, qu'est-ce que tu as fait hier? Eh bien, j'ai fait les magasins. Non, toi? Bah oui. C'est pour le ski. Je pars à Val d'Isère dimanche. Et qu'est-ce que tu as acheté alors? Eh bien, j'ai acheté ces chaussures. Waouh! Elles sont très jolies! Ouais, bon. Ce sont des chaussures de ski, c'est tout. J'ai aussi pris un pull. Il est comment ton pull? Ah, tiens, regarde. Ah oui, c'est un beau pull. Il est très chaud. Et hier soir, qu'est-ce que tu as fait? J'ai dîné dans un petit restaurant italien à côté de chez moi, avec ma sœur. Il est bien ce restaurant? Très bien. Il est simple, mais la cuisine est bonne. Ma sœur a pris des pâtes, et moi, j'ai mangé une pizza. Et pour le dessert? Nous n'avons pas pris de dessert. Eh bien moi, j'ai travaillé toute la journée, et j'ai dîné seul. Chérie, tu sais où est ma chemise bleue? Oui, sur le lit. Et ma cravate jaune, elle est où? Dans le salon, sous ta veste. Mais non! Mais si, mon chéri. Ah oui, tu as raison. Comme d'habitude. Et mes chaussures noires, où elles se trouvent? Derrière le canapé, c'est tout? Oui, enfin, non. La rue des Oliviers, tu sais où c'est? Ça, je suis désolée, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on fait samedi? Ben, on fait les courses. À quelle heure? À 9 h. Oui, mais moi, je ne veux pas rester au supermarché jusqu'à midi. Mais non, on fait les courses de 9 h à 11 h et après on va à la plage. Oui, mais jusqu'à quelle heure on reste à la plage? Moi, je veux voir le match de foot. Il est à quelle heure ton match? À 4h30. Oh, on ne va pas rester à la plage jusqu'à 4 h. On peut rentrer vers 3 h, 3h30. Et on mange quand? À 8 h précises. Ma mère vient dîner à la maison. Et à midi, on ne mange pas? Brigitte Cauchy, vous nous parlez ce matin des habitudes vestimentaires des Français, c'est ça? Oui, Pierre. J'ai trouvé une enquête très intéressante dans un magazine. Ah bon? Racontez-nous. Eh bien, aujourd'hui, on choisit ses vêtements pour montrer sa personnalité. Eh oui, il y a ceux ou celles qui préfèrent les vêtements classiques, ceux qui aiment montrer leur appartenance à un groupe, les surfeurs par exemple, et puis les autres, ceux ou celles qui changent souvent d'habitude vestimentaire.
Et alors, c'est vrai pour les hommes aussi? Mais bien sûr! Aujourd'hui, beaucoup d'hommes s'intéressent à la mode. Il y a même des magazines spécialement pour eux. Et chez les jeunes, est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau dans les habitudes vestimentaires? Pour eux, c'est surtout la mode des tatouages et des piercings, pour montrer leur personnalité. Eh oui, merci Brigitte. Et à demain. Sud Radio, il est midi. Alors, cet appartement vous plaît? Vous le prenez? Je le trouve très bien, mais j'hésite encore. Je trouve que le loyer est un peu trop cher. Vous savez, à mon avis, dans ce quartier, c'est difficile de trouver moins cher. Et puis, c'est un bel appartement. Il est clair, les pièces sont grandes, et il est en parfait état. C'est vrai, vous avez raison, c'est un appartement agréable. Et j'aime beaucoup l'immeuble. Mais je vais réfléchir. Mais bien sûr, monsieur. Oh, vous avez vu ces deux garçons à roller au milieu de la rue? Ils sont complètement fous, hein? T'as raison, moi je pense que c'est vraiment très très dangereux. Moi, je suis pas d'accord avec vous. C'est super le roller. C'est pas ça le problème. C'est peut-être super, mais ils risquent leur vie. Mais non, il faut pas exagérer. Ils ont l'habitude. L'habitude... Oui, c'est pas une question d'habitude. Quand un accident arrive... Pas plus qu'avec les vélos, hein. Bon, allez, on parle d'autre chose. Sud Radio, il est midi. Les nouvelles du jour, Michel Rebourg. Bonjour. Un terrible accident vient de se passer sur l'autoroute A9, à côté de Nîmes, entre un camion et 5 voitures. Il y a 11 blessés. Sur place, notre journaliste, Jérôme Duchamp. Oui, bonjour Michel. Alors voilà, je viens d'arriver sur l'autoroute A9, sur les lieux de l'accident, et j'ai devant moi Aline Besson. Quand l'accident est arrivé, Madame Besson traversait à vélo un pont au-dessus de l'autoroute, et elle a tout vu. Alors, Madame, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Eh bien, comme tous les matins, je traversais le pont, et alors, j'ai vu un camion se coucher sur la route. Des voitures suivaient le camion, elles ont voulu s'arrêter, mais elles roulaient trop vite, je pense. Et en plus, il venait de pleuvoir, la route était glissante. Une première voiture a heurté le camion, et puis une deuxième, une troisième... J'étais terrifiée, vraiment. Tu connais Sonia? Oui. Pourquoi? Elle a eu un accident. Non. Si. Hier, elle est allée chez le dentiste et elle est tombée dans l'escalier. Et alors? Alors, c'est une mauvaise chute. Elle s'est cassée la jambe droite et elle est blessée au visage. Vraiment? Malheureusement, oui. Elle est à l'hôpital depuis hier soir. Elle sortira dans 2 jours. Dans 2 jours? Oui, on doit lui faire des radios. Elle a mal partout. Mais elle ne s'est pas déjà cassé un bras l'année dernière? Si, il y a 8 mois exactement. Elle n'a pas de chance en ce moment. Tu veux aller la voir? Oui, bien sûr. J'irai dans 1 heure, quand ma fille partira son cours de danse. Son cours de danse? Oui, elle fait de la danse depuis 3 mois. Allô, bonjour. Je téléphone pour l'annonce. Vous êtes étudiant? Oui, je suis étudiant à la fac de langue à Bordeaux. Ah, très bien. Et je voudrais savoir, les cours, c'est pour un enfant de quel âge? 12 ans, c'est ma fille. Elle a fait 1 an d'anglais à l'école, mais elle ne peut pas dire un mot. Et vous voulez combien d'heures de cours par semaine? Je ne sais pas, 2 ou 3 heures. Vous pouvez donner les cours le soir, après 18 heures? Alors, le mardi et le jeudi, ce n'est pas possible, mais les autres jours, pas de problème. Allô, bonjour. Je téléphone pour l'annonce. Vous êtes étudiant? Oui, je suis étudiant à la fac de langue à Bordeaux. Ah, très bien. Et je voudrais savoir, les cours, c'est pour un enfant de quel âge? 12 ans, c'est ma fille. Elle a fait 1 an d'anglais à l'école, mais elle ne peut pas dire un mot. Et vous voulez combien d'heures de cours par semaine? Je ne sais pas, 2 ou 3 heures. Vous pouvez donner les cours le soir, après 18 heures? Alors, le mardi et le jeudi, ce n'est pas possible, mais les autres jours, pas de problème. Suzy, tu as déjà envoyé les bons de commande? Non, je n'ai encore rien envoyé, mais je vais le faire. Attends, je dois encore ajouter quelque chose. Quoi? On n'a plus rien pour l'imprimante. Il faut des cartouches d'encre et du papier. D'accord, je le note. Autre chose? Je ne crois pas. Le problème, c'est que jamais personne ne signale quand il manque quelque chose. Quand on veut faire une commande, on ne sait jamais rien. Eh oui, ma pauvre. Je demande toujours au secrétaire de me laisser des petites notes sur les bureaux pour savoir ce qu'il faut acheter.
mais je n'en trouve jamais nulle part. Elles disent qu'elles n'ont pas le temps et que ce n'est pas leur travail. Très bien. Alors il ne faut pas qu'elles se plaignent quand il manque quelque chose. En décembre dernier, Benjamin et Natacha ont quitté Valenciennes pour s'installer dans le sud de la France, à Montpellier. Ils racontent pourquoi ils ont choisi cette ville pour s'installer avec leurs 2 filles. Eh ben, nous sommes venus en vacances dans la région l'année dernière et nous sommes tombés amoureux de Montpellier. D'abord parce que c'est une ville magnifique, bien sûr, mais aussi pour le climat et pour la qualité de l'environnement. Oui, voilà. Oui, c'est ça. Par exemple, quand vous allez dans le centre-ville ici, il n'y a pas beaucoup de voitures. La ville a réalisé des parkings autour du centre, des pistes cyclables. Ah, puis bien sûr, il y a le tramway. Ah, ça, pour moi, ça, c'est la plus grande qualité de cette ville. Ah oui, ici il y a moins de pollution, plus de soleil. C'est bon pour le moral. Ça, c'est vrai. Et puis, c'est dans le sud qu'il y a le moins de jours de pluie, non? On travaille tous les deux à la mairie de Montpellier. Et on a trouvé une maison pas loin du centre. Oui, nous avons la chance de pouvoir choisir le lieu où nous vivons. Mais ce n'est pas possible pour tout le monde. Ah non. Et puis, quand on demande aux Français où ils aimeraient habiter, Montpellier fait partie des villes les plus citées. Pardon, monsieur. Je fais une enquête sur les loisirs des Français. Vous pouvez répondre à quelques questions? Oui, bien sûr. Alors, vous avez quel âge, s'il vous plaît? 26 ans. Vous faites du sport? J'ai fait du sport, mais aujourd'hui, non, je n'en fais plus. D'accord. Le week-end, est-ce que vous sortez beaucoup, un peu ou pas du tout? Ah, je sors beaucoup. Avec des amis? En famille? Avec mes amis. Qu'est-ce que vous préférez? Aller au cinéma? Au théâtre? À l'opéra? Ou dans les musées? Eh bien, j'aime beaucoup le cinéma, j'aime bien le théâtre aussi, mais l'opéra et les musées, non, je déteste ça. D'accord. Le soir après le travail, vous préférez aller sur Internet, lire un livre, un journal, un magazine ou regarder la télévision? Bien, je préfère lire. Oui, lire. Je n'aime pas beaucoup regarder la télé. Ah, bien. Avec vos amis, où est-ce que vous dînez en général? À la maison? Chez vous? Chez eux? Ou au restaurant? Ah chez moi, j'aime bien. J'adore faire la cuisine. Et après le dîner, vous sortez dans les bars? Dans les discothèques? Dans les bars, oui. Dans les discothèques, non, je n'aime pas beaucoup danser. Très bien. Merci beaucoup, monsieur. Ah, enfin, la semaine est finie. Je suis fatiguée. J'ai l'intention de faire la grasse matinée demain. Et après, qu'est-ce que tu comptes faire? J'ai prévu de faire des courses avec ma copine Lily, mais je ne suis pas sûre d'avoir assez de courage. Et toi, qu'est-ce que tu penses faire? Peut-être que j'irai au cinéma. Il y a un nouveau film avec Audrey Tautou. Tu la connais? Bien sûr, elle est super. Tu ne veux pas venir avec moi? Je ne sais pas. Je vais réfléchir. Allez, viens. Oh, maintenant je ne sais plus quoi faire. Et qu'est-ce que je vais dire à Lily? Alors, tu es décidé? Tu viens avec moi? Edwige Lamarck, vous êtes journaliste et vous participez le week-end prochain à un séminaire organisé par France Télévisions. Pouvez-vous nous parler de la télévision de demain? Eh bien, même si Internet continue à se développer, la télévision va probablement rester le principal accès à l'image. Ah bon? Et pourquoi? D'abord parce que regarder la télévision est la première activité de loisir des Français. Ensuite, parce que la télévision va proposer de plus en plus de programmes différents, adaptés à chacun de nous. Enfin, parce que dans le futur, les écrans seront de plus en plus grands et la qualité de l'image meilleure. Mais tout cela existe déjà, non? C'est vrai, oui. Mais ça reste encore assez cher. Dans les prochaines années, je pense que tout le monde pourra s'offrir un grand écran avec plus de 150 chaînes de télévision. Et quels vont être alors les vrais changements dans un avenir proche? Vous verrez. Je suis sûre que la télévision, vers les téléphones portables, mais aussi vers les voitures, va prochainement avoir des conséquences importantes sur nos habitudes. Grâce à la réduction du temps de travail, les Français peuvent maintenant organiser des week-ends prolongés un peu partout en France, souvent d'ailleurs à la dernière minute, comme l'explique Delphine Bertrand du Comité du tourisme de Charente-Maritime. Les gens nous appellent souvent au dernier moment pour trouver un hôtel et préparer leur week-end. En arrivant ici,
L'hôtel est réservé, les vélos sont prêts, les visites sont organisées, tout est prêt. 1 heure après, ils sont sur les vélos dans la nature. Ils ne perdent pas de temps. En France, donc, les professionnels du tourisme s'adaptent en proposant de nombreuses possibilités et les idées de week-end prolongés ne manquent pas. Il est possible de louer une caravane en Charente-Maritime ou de pêcher dans la Creuse, de faire du canoë en Lozère ou du ski en Savoie. Thierry Bazin, du comité du tourisme de Savoie. Vous partez de Paris en TGV à 18h. 3 heures après, vous êtes à Chambéry. Le samedi matin, vous mettez vos skis et c'est parti. C'est magnifique. En 3 heures, vous êtes ailleurs. Nicole, ne m'attends pas pour dîner ce soir. C'est possible que je sois obligé de travailler tard. Tu plaisantes? On a invité les Lambert. Il est nécessaire que tu sois là. Je ne veux pas me retrouver seule avec eux. Annule le repas. C'est préférable que tu le fasses toi-même. Ce sont tes amis. Oui, mais je n'ai pas le temps. Ce serait gentil que tu le fasses à ma place. Ah non alors, tu exagères. C'est énervant que tu... Bonjour madame, comment allez-vous? Ça va, merci. Et vous, ça va mieux? Oh moi, ça peut aller. Mais une de mes filles ne va pas très bien en ce moment. Ah bon? Mais qu'est-ce qui lui arrive? Elle travaillait dans un petit magasin qui marchait pas très bien depuis un moment déjà et puis ils l'ont licenciée. Oh, c'est pas vrai? Ben si, malheureusement. Et en plus, elle a eu un accident de voiture il y a 2 jours. Elle a rien, mais il y a plus de voiture. Oh là là, la pauvre. Elle a vraiment pas de chance, hein. Et l'autre, la plus jeune, elle va bien? Oh, ne m'en parlez pas de celle-là. Elle a décidé d'arrêter la fac pour faire du théâtre. Ah, les jeunes, c'est pas toujours facile. Ah, je suis bien d'accord avec vous. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est la vie. Que pensez-vous de Vélib à Paris? Ah, c'est une excellente idée. C'est vraiment pratique, pas cher. Et puis, le vélo, ça fait moins de bruit et moins de pollution que la voiture, non? Regardez les gens sur leur bicyclette. Ils sont plus calmes, plus souriants. Non, pour la qualité de vie, c'est mieux. Ah oui, c'est vélo en location. C'est ça? Ouais, c'est pas mal. Moi, je préfère prendre le mien. Ça coûte moins cher. Et mon mari, lui, prend le sien pour aller travailler. Qu'est-ce que je pense de tout ça? Je préfère la voiture. C'est moins dangereux et moins fatigant. Vous trouvez ça bien, vous, ces vélos? Vélib, c'est super. C'est parfait pour faire du sport et on est plus libre que dans les transports en commun. Mademoiselle, s'il vous plaît, vous avez le programme de l'excursion de cet après-midi? Eh bien, non, mais je peux peut-être vous renseigner. Que voulez-vous savoir? Savez-vous si on part avant ou après le déjeuner? Après. Le départ est fixé à 13h, une fois que tout le monde aura terminé les cours. Mais vous devez prévoir de déjeuner avant, ou alors emporter quelque chose à grignoter une fois dans le car. Bonne idée. Et vous pensez que le car partira à 13h précises? En principe, oui. Dès que tout le monde sera arrivé, il partira. C'est-à-dire, grosso modo, entre 13h et 13h15 au plus tard. Et après avoir visité la ville de Nîmes, qu'est-ce qu'on va faire? Vous irez au pont du Gard. C'est un aqueduc romain. Vous verrez, c'est très intéressant. Merci beaucoup. Pardon, le retour est prévu à quelle heure? Vers 18h30. Mais avec les embouteillages, on ne peut jamais prévoir exactement. Jérôme, vous nous parlez ce matin d'une enquête récente sur la santé des Français, c'est ça? Oui, Laurence. Bonne nouvelle, cette enquête montre d'abord que les Français mangent mieux. Moins de sucre ou de matière grasse, par exemple. Mais on est loin des 5 fruits et légumes par jour. Plus de 60% des enfants en mangent moins de 3 par jour. Et 40% consomment moins de 3 produits laitiers par jour également. Pour nous, les adultes, c'est un peu différent. Notre problème, ce sont les féculents. Nous n'en mangeons pas assez souvent. Mais nous consommons de la viande ou du poisson au moins une fois par jour, ce qui est bien. Certains en mangent même midi et soir. Ah, et pour le sport, est-ce que c'est mieux qu'avant aussi? Oh oui, aujourd'hui, 1 Français sur 2 fait régulièrement du sport, environ 1 heure par semaine. Et les femmes sont plus sportives que les hommes, Laurence. Oh non, vraiment? Mais comment font-elles toutes ces femmes?
J'aimerais bien, moi, faire régulièrement un footing, mais je n'y arrive pas. Quand je pense que certains en font un tous les dimanches ou plusieurs par semaine... Laurence. C'est pas possible. Et maintenant, la Minute Cuisine avec Christina. Bonjour Christina. Bonjour Philippe. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez aujourd'hui? Oh, aujourd'hui vous allez vous régaler avec la recette du jour qui est la tarte aux courgettes et aux olives. Vous verrez, c'est une recette très facile à réaliser et très bon marché qui revient uniquement à 6 € par personne. 6 € par personne? C'est vraiment pas cher. Ce n'est pas cher, effectivement. Alors, comptez environ 15 minutes de préparation et 50 minutes de cuisson. C'est pas trop long. Alors, vous filez au marché et vous prenez 400 g de courgettes, 2 tomates, 50 g d'olives noires, 100 g de fromage blanc, 3 œufs, 100 g de gruyère râpée, un peu d'ail, 2 oignons, du sel, du poivre. Attendez, je note sur mon petit papier. Et ensuite, il faut faire quoi? Faites une pâte à tarte. Préchauffez votre four. Ensuite, lavez et coupez finement les courgettes, les tomates et les olives. Mélangez tous les ingrédients. Disposez-les sur la pâte, enfournez pendant 50 minutes, et voilà, le tour est joué. C'est extrêmement simple. C'est très simple et c'est excellent, vous verrez. Et il n'y a plus qu'à déguster. Bon appétit. Merci. Quand on vous parle de voyage, à quoi pensez-vous? Pour moi, les voyages, c'est vraiment important. En partant, je cherche à découvrir d'autres cultures, d'autres façons de vivre, de manger. Je crois qu'on apprend beaucoup de ces voyages. À mieux comprendre les autres, par exemple. En tout cas, moi, les choses les plus importantes que j'ai apprises dans ma vie, je les ai apprises en voyageant. Ah, je trouve que le plus intéressant dans le voyage, c'est avant le départ. L'image merveilleuse, un peu comme dans un rêve du pays où vous allez. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de fantastique. Quand je pense au voyage, je pense d'abord au plaisir. Le plaisir de savoir que les autres travaillent pendant ce temps-là. Ouais, d'accord, je sais, c'est pas très sympa, mais bon. Vous êtes là, au soleil, sur la plage, à l'autre bout du monde, et vos collègues, eux, sont au bureau à Paris. Et là-bas, c'est l'hiver. Ah, c'est génial, non? Eh bien moi, il y a quelques années, j'avais des problèmes avec mes parents. Alors je suis partie de chez eux et j'ai décidé de faire le tour du monde. Et en faisant ce tour du monde, j'ai découvert la liberté. Ça, c'était vraiment bien. Mais mes problèmes, je les ai emmenés avec moi. Tiens, il est nouveau ce bracelet, Aurélie? Pas du tout. C'est celui que ma mère m'a donné quand j'avais 15 ans. Il est joli, non? Magnifique. J'aime beaucoup la pierre qui est dessus. Oui, moi aussi. Et puis, tu vois, Sandra, c'est un souvenir. Quand je le porte, je pense à ma mère. Et ça me fait plaisir. Oui, je comprends. Moi, j'ai une vieille boîte à bijoux à la maison où je garde tous mes petits souvenirs. Elle n'est pas très jolie, mais c'est celle que je préfère. C'est ma grand-mère qui me l'a donnée. Quand je la regarde, je suis heureuse et triste à la fois. Moi, j'ai aussi... Richard travaille à l'association Partage, une association qui aide les personnes défavorisées. Il est l'invité de l'émission d'aujourd'hui sur France Radio. Richard, vous voyez chaque jour des personnes qui vivent dans des situations financières souvent difficiles. Que pensez-vous de la société actuelle? Eh bien, j'ai parfois l'impression que la seule chose qui intéresse les gens aujourd'hui, c'est l'argent. Il faut travailler plus pour gagner plus, comme disent nos hommes politiques. La télévision est pleine d'émissions qui ne parlent que de réussite financière, de gens riches et célèbres. Dans les magazines, c'est la même chose. J'ai vu encore ce matin sur la couverture d'un magazine un gros titre sur les 10 personnes les plus riches de la planète. Ce serait bien peut-être que tout le monde réalise que dans la vie, il y a des valeurs comme la solidarité qui sont plus importantes que l'argent. Vous ne pensez pas que c'est un peu excessif ce que vous dites là? Le monde n'est pas aussi sombre que ça, non? Je suis certaine que la solidarité existe encore. Regardez, il y a de très nombreuses associations comme la vôtre qui aident les autres. Je suis d'accord avec vous, mais si chacun d'entre nous aidait les autres autour de lui, ces associations n'auraient pas besoin d'exister. Oui, mais alors, comment peut-on changer les mentalités selon vous? Je pense qu'il faut commencer par l'éducation des enfants, à l'école et en famille. Après, c'est trop tard. Malheureusement, je ne crois pas que nous soyons prêts pour ça.
Tu as écouté les informations? Non. Pourquoi? Tu sais, l'homme qui a mis le feu à l'immeuble de la rue du Parc. Oui. Et alors? La police l'a retrouvé. C'est un pompier. Non. Si. Et tu te souviens de l'incendie à l'usine de chaussures, le mois dernier? Oui, je m'en souviens. Il n'y avait pratiquement pas eu de dégâts. Non. Les pompiers étaient arrivés très vite sur les lieux. Eh bien, c'était lui aussi. Mais les policiers n'avaient pas fait d'enquête? Si, bien sûr. Mais ils n'avaient rien trouvé. Le pompier pyromane s'était même présenté au commissariat pour faire une déclaration. Ah bon? Oui. Il avait vu un homme suspect ce jour-là dans le quartier. Il habite à côté de l'usine. Et les policiers n'avaient pas trouvé ça bizarre? Ben non. C'est incroyable, cette histoire. Bon, qu'est-ce que je fais maintenant? Quand mes parents vont me voir en couverture de ce magazine, je vais avoir des problèmes. Qu'est-ce que tu veux y faire? C'est trop tard maintenant. Tu aurais dû y penser avant. Oui, mais je ne pensais pas gagner le concours. J'ai fait ça pour rire. N'empêche que tu aurais dû en parler à tes parents. Ils n'auraient pas compris. Tu aurais pu essayer d'en discuter avec eux quand même. Je suis sûre qu'ils n'auraient pas été d'accord. Ça, pour en être sûr, tu aurais dû le leur demander. J'aurais dû. C'est bien beau tout ça, mais maintenant, qu'est-ce que je fais? Tu vas leur dire la vérité avant qu'ils la découvrent eux-mêmes. Aïe, aïe, aïe. C'est comme ça que ça devait finir. Je trouve que de vivre tout seul, c'est un peu triste et que c'est bien agréable de rentrer chez soi le soir et d'avoir quelqu'un pour dîner ensemble, pour partager quelques minutes, sans forcément partager beaucoup de vie privée, mais un petit quotidien, un petit peu quoi. Il faut quand même qu'il y ait un bon feeling qui passe parce que c'est vrai qu'il y a souvent des problèmes de ménage ou de qui va faire les courses, qui va faire les tâches ménagères. Donc je crois qu'il faut simplement bien sentir la personne, bien s'entendre et puis après, parler dès qu'il y a le moindre problème, se dire les choses, surtout pas laisser les soucis rester trop longtemps parce que sinon c'est le clash et quand on a un appartement qu'on coloue, ça peut vite devenir un problème vis-à-vis du propriétaire. Comme dans une ville finalement un petit peu individualiste, j'ai choisi de trouver d'autres personnes qui voudraient vivre avec moi dans un appartement plutôt rive droite. Moi je redoute pas la solitude du tout, c'est plus pour rencontrer d'autres personnes, particulièrement des étrangers, parce que c'est une possibilité effectivement de connaître du monde, peut-être de faire des voyages par la suite. C'est un mode de vie qui me va très bien, j'ai déjà vécu en colocation dans diverses villes en Europe et c'est toujours très bien passé. J'ai déjà vécu 3 ans en colocation et ça s'est très bien passé. On est passé de 4 personnes à 9 personnes et qu'il y ait une seule salle de bain. Si on sait s'organiser, c'est pas un problème en fait. C'est peut-être un phénomène de mode, mais vraiment je crois pas. Je crois que c'est plus pour lutter contre la solitude, sans forcément s'accrocher aux gens. Il y a plus à partager dans une ville où tous les gens sont seuls. Quand on est peut-être un peu plus vieux, qu'on est divorcé, séparé, ça peut aussi être un moyen de se rapprocher des gens sans forcément chercher une relation stable. Moi je vois pas ça du tout comme un nid à mariage. Née en France de parents portugais, Sonia a aujourd'hui 30 ans. Elle nous parle de ses parents, de leur arrivée en France et du lien qui les lie toujours à leur pays d'origine. Vos parents sont arrivés à quelle époque exactement en France? Bien, ils sont arrivés dans les années 60, 68 je crois exactement. C'était la période en France de la grande prospérité économique, je crois. Donc ils avaient vraiment besoin de main-d'œuvre et donc ils ont fait appel à la main-d'œuvre étrangère. Mon père a accepté. Il avait un travail au Portugal. Il l'a laissé pour venir en France. Et quel type de travail il avait en France à son arrivée? Alors il travaillait dans la construction automobile, une entreprise très connue, Eliez. Et d'ailleurs, maintenant, la ville où se trouve cette grande entreprise qui s'appelle Cerizay est devenue beaucoup plus portugaise que française. Et alors, depuis toutes ces années, est-ce que vos parents ont souhaité devenir français? Est-ce qu'ils ont pu devenir français? Alors, ils n'ont pas souhaité, non, parce que je pense que déjà c'était très difficile pour eux de laisser derrière eux tout un passé, toute une vie, toute une famille, des souvenirs. Donc ils sont arrivés en France, mais je crois qu'ils ont eu une période vraiment très difficile d'intégration. Et puis non, ils ne le souhaitaient pas parce que ils ont leur culture, ils ont leur façon de vivre et ils sont avant tout portugais.